Soit bon, Balzac roman, on va faire ça à trois avec Ursule Mirouet. Si vous êtes comme moi, Ursule Mirouet, dans toute la comédie humaine, c'est une espèce d'île, une île privilégiée. Pourquoi ? Parce que les morts viennent marcher avec les vivants, apparaissent là, juste au seuil de la porte. Et on est en 1840, donc on est déjà dans le Balzac qui a lancé la grande cathédrale de la comédie humaine. Il y a des pans encore vierges à remplir, et ce pan s'appelle principalement magnétisme, somnambulisme. Alors, est-ce que Balzac est particulièrement illuminé? Peut-être que c'est ça, nous, il faut toujours se défier de l'effet retard. L'effet retard, c'est que si on pense, il y a des travaux, c'est pas ce qui manque, les essais sur les fantômes au 19e, Daniel Sansu, chez Corti, heureusement, et c'est partout présent, chez Hugo, qui en faisait des séances de spiritisme, il en a même partagé avec Balzac, chez Nerval, chez Gautier, donc il y a un continent là. Pourquoi ? Parce que la profession de somnambule et la présence commerciale des magnétiseurs dans Paris, c'est avéré. Balzac paye une somnambule. Qu'est-ce qu'il lui demande dans les lettres à Madame Anska? Il lui demande justement à cette somnambule de lui décrire ce que fait sa chérie Madame Anska à distance là. Et c'est vrai ou c'est pas vrai, ça pose pas de question, mais il lui dit: ah, mais dans votre lettre, ça, ce que vous me dites dans votre lettre, je le savais par ma séance chez la somnambule. Donc il faut restituer ce continent. Il y a des opéras, il y a un opéra, je crois que c'est Rossini qui écrit La Somnambule. Là, si on le met en italien, ça fait nettement plus opéra. Et Balzac, c'est... Mais peut-être pour Balzac, c'est un peu plus que ça. Dans les lettres de Madame Anska, il y a par exemple 28 avril 1834 à Issoudun, donc chez les Carreaux. Des faits tout récents m'ont prouvé que je possède un bien grand pouvoir magnétique et que soit par une somnambule, soit par moi-même, je puis guérir les personnes qui me sont chères. Donc c'est toujours ça, chez Balzac, il y a un côté où on ne sait pas si c'est être pris par une naïveté pour se placer, se construire soi-même dans un univers où quand tu es dans le roman, dans le fond de toi, non, c'en est pas un roman. Oui, c'est cette ambivalence qu'il va nous falloir en permanence disséquer, j'allais dire. Entrer là où tu te construis soi-même dans la possibilité d'une naïveté par rapport à ce que tu construis narrativement. Alors, est-ce que c'est se défausser de la question du somnambulisme ou pas ? On va arrêter là. Mais Ursule Mirouet, alors, c'est pas le seul détenteur de cette approche. Il y a dans Louis Lambert, il y a dans La recherche de l'absolu, les gens habités par ce qui les dépasse. Ça vient d'où ? Ça vient de Swedenborg. Balzac, il est avéré que Swedenborg avait des expériences directes avec les morts. Oui, mais dans la comédie humaine, c'est Ursule Mirouet. Et Ursule Mirouet, alors, est-ce que c'est une version ? Il y a un grand succès, Eugénie Grandet, Goriot, La pension Vauquer. Donc, est-ce qu'on pourrait faire une Eugénie Grandet, donc avec la même puissance de vente quant au résultat chez Balzac, c'est jamais absent, qui soit une version à fin heureuse de Eugénie Grandet. La pauvre Eugénie, c'est pas très rigolo la fin de sa vie. Alors qu'est-ce que ce serait une fin heureuse ? Et c'est ça pour nous qui est étrange. On va avoir un livre là avec des machinations, des testaments volés, un type écrabouillé par une diligence et toutes ces machinations avec le méchant Goupil qui veut devenir notaire à la place du notaire et tout ça pourquoi ? Pour arriver à ce que, une fois que cette brave Ursule aura épousé son vicomte de Portenduère en lui amenant l'argent que l'autre n'a pas, pensez ce brave petit vicomte qui a été mis pour dette à Paris à 24-25 ans, comment il se fera pardonner ?
en s'engageant dans l'armée et en allant sabrer de l'Algérien, bien avant, une trentaine d'années avant que cette guerre de conquête coloniale avec massacre qui dureront jusqu'en 1945 sétif, soit achevée. C'est comme ça qu'ils s'achètent sa bonne conscience. Et comment ils finiront? Alors, ils finiront parce qu'on a son château à la campagne, et puis l'hiver, on est à Paris, dans un appartement, l'après-midi, on va se promener en calèche au bois de Boulogne. L'amour, la tranquillité, la normalité. Voilà la fin heureuse de Ursule Mirouet. On se dit, mais là, c'est de l'anti-Balzac tout court. Anti-Balzac parce qu'il l'écrit en 1840. Ça se publie en feuilleton dans un organe qui s'appelle Le Messager. Et dans ce Messager, il y a 23 feuilletons. Donc on écrit à la Dickens. C'est-à-dire qu'il faut aussi que chaque épisode ait son début, sa fin, son hop là. Qu'est-ce qui va se passer quand arrivera l'épisode suivant? Et cette tension-là du livre écrit en 23 feuilletons en direct, je n'ai pas trouvé vraiment de documents sur Balzac pendant le temps de l'écriture. Mais comment il vit? Il vit, alors, rue Basse à Passy. Alors c'est là maintenant où on a la maison de Balzac, rue Renoir. Ça a été ensuite cette maison qu'il loue à un boucher là, de Passy. C'est juste 3 petites pièces exiguës, un escalier qui descend. L'escalier, il y est toujours. Il y a une peinture de Louise Bourgeois qui est dedans, d'Eugénie Grandet d'ailleurs, puisque Louise Bourgeois a travaillé sur toute une série de portraits imaginaires d'Eugénie Grandet. On arrive dans une cave, là où est maintenant la bibliothèque, et c'est la maison que Balzac achètera pour en faire la maison actuelle, quand elle aura été retapée. Mais là, il est locataire, il vit avec une Louise Brognol, qu'il appellera Louise de Brugnol. Alors la relation dure depuis un moment, pendant un temps. Alors il essaye de la faire passer auprès de sa mère et sa sœur pour sa gouvernante. Oh là là, mais quand l'autre découvrira ça, non mais oh, hé, pour qui tu me prends? Bon, alors elle s'occupe quand même de faire à manger, des relations sociales avec les amis, elle reçoit, n'empêche que c'est Louise, et quand on lit les lettres à Louise, il n'y a aucune ambiguïté. Par contre, dans les lettres à Madame Anska, il l'appelle la chouette, et c'est une période où faudrait surtout pas dire à Madame Anska qu'on vit conjugalement, sauf quand bientôt Monsieur Ansky, mari de Madame Anska, va décéder, et qu'alors là, il s'agira de dire à Louise, écoute, là, j'ai un petit peu plus sérieux à m'occuper. Bon, ça, c'est Balzac, on a le temps de revenir dans tout ça, mais ce qui importe pour moi, là, juste, c'est que Passy, qui est une sorte de village, rue Basse à Passy, à côté, il y a la maison du docteur Blanchon, où il reçoit des gens pas... justement, tiens, je crois que Madame Minoret finira dans la clinique du docteur Blanche, la pauvre, quand elle sera devenue folle après le massacre de son fils. Bon, c'est un quartier à la campagne, quoi. Paris n'est pas venu encore englober ça, et surtout pas en faire ces beaux quartiers. Oh, pas très loin, il peut y avoir à portée de pied l'Arc de Triomphe, mais en tout cas, rue Basse à Passy, c'est l'idéal. Pourquoi? L'idéal pour se cacher, tout simplement. Donc, écrivez-moi à l'adresse de Monsieur de Brugnol, rue Basse à Passy, et Balzac, en vivant clandestinement, c'est là où tout d'un coup, il y a ce labo extrêmement dense où tout ce qui a été écrit se rassemble sous le nom de comédie humaine, où on réarrange les personnages, leurs retours, les récurrences, et que il y a une case, il fallait la case magnétisme avec Ursule Mirouet. Alors, comment ça marche, Ursule Mirouet, et comment se fait-il qu'une histoire, a priori aussi mièvre, puisse nous attraper comme ça? Ah ouais, parce que marcher du pas des morts. D'abord, contrairement à pas mal de l'énormité du continent Balzac,
Euh, on verra ça par exemple avec Honorine, mais c'est le cas aussi avec Béatrix. En général, on commence par installer la maison, pensez à Eugénie Grandet aussi, la rue, la maison, le quartier, et puis tout d'un coup on s'aperçoit que dans cette description où nous on est passé comme un fantôme, marché du pas des morts, eh bien, il y a des silhouettes immobiles, le cabinet des antiques, prenez ça, et que ces silhouettes immobiles, tout d'un coup, hop là, commencent à bouger lentement, et ça y est, l'action commence. Eh bien, Ursule Mirouet, non, pas du tout. On commence avec un personnage. Et ce personnage, le maître de poste, une espèce de gros géant avec une tête vide et des gros doubles mentons, ben, on le verra tout à la fin du livre, tout amaigri et puis vivant, là, quasiment de la charité publique, c'est-à-dire le corps de ce bonhomme devient le lieu habité de la narration. C'est lui qui sert de maison. Mais il fait quoi ce bonhomme Minoret dans la vie? Il est maître de poste. Alors, c'est situé à Nemours, je vais y revenir. Nemours, à côté, il y a Fontainebleau, et puis de Fontainebleau, ben, c'est Paris, c'est pas loin. C'est ce qui fait que on attend au début l'arrivée d'une diligence. La diligence, elle est en retard parce qu'elle a cassé un de ses essieux ou je sais pas quoi. Et tout le temps, il va y avoir ces allers-retours Nemours-Paris ou Nemours-Fontainebleau. C'est-à-dire que les transits, les transferts vont être tout le temps sur la route, dans la diligence. Alors ça n'empêchera pas les scènes fixes dans les maisons, mais elles sont satellisées par... Alors, ces questions-là de diligence et tout ça, on le retrouve dans Mémoire de deux jeunes mariés, on retrouve dans... Balzac, il a passé sa vie dans des diligences aussi. Donc, mais en quoi ça change à l'équilibre d'une narration qu'elle ne s'installe pas depuis un lieu fixe, mais depuis les translations entre tous ces différents points, tous ces voyages. On va même aller à Marseille, voir s'embarquer le jeune Portenduère pour aller sabrer de l'Algérien. Noblement. Prenez la scène d'amour d'Ursule Mirouet. Elle a 16 ans. On a ramené l'autre, ben lui il en a 27. Oh, bah c'est pas grand-chose, une différence de 10-12 ans pour un beau mariage à venir dans quelques années. Eh bien, Ursule, elle a mis un voile, parce que être avec celui qu'elle aime en secret, ben ça aussi, que c'est beau. Elle ouvre dans cette petite rue déserte de Nemours, un jour, elle aperçoit le voisin d'en face. Tiens, il y a un jeune homme là-bas, il est en train de se raser. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait, voyant que, hop là, il y a cette gamine qui le regarde là, à 12 mètres de l'autre côté de la rue. On voit un petit baiser, c'est tout. Et elle, c'est son drame intérieur qui commence là. Donc on est ballotté dans la diligence et finit par s'endormir, pose la tête sur l'épaule de son vieux tuteur et parrain, le docteur Minoret, puisque tout va être affaire de Minoret et de Levrault dans ce truc-là. Et le Portenduère, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il aperçoit? Cette jeune fille de 16 ans, avec, qu'est-ce que vous voulez, les vêtements sont un peu défaits, les cheveux sont en désordre, la bouche entrouverte. Voilà, la scène d'amour sera aussi dans la diligence. Ensuite, pour que ça marche, les structures des romans de Balzac, il faut commencer par un événement. Alors des fois ça rate. Par exemple dans Modeste Mignon, l'événement, c'est pas grand-chose. On a toujours cette scène archétype. Là on est dans la pièce où le soir on vient jouer aux cartes avec 2-3 personnes. Ici ce sera le curé, le juge de paix et le vieux médecin. Mais ils auront un rôle quand même assez déterminant dans la résolution de l'affaire. Tous, et dans Modeste Mignon, c'est une espèce d'attrape, mais globalement, ce sera un événement zéro. Et ça pèsera sur le livre. Ursule Mirouet, non, c'est le vieil athée, ce type qui porte l'histoire de la Révolution, ce docteur, donc quelqu'un qui a... au fait, là, quelqu'un qui vient directement du monde des encyclopédistes, ça y est, il s'est converti. Miracle, mais enfin, vive la religion catholique. Et Balzac, il faut bien qu'il le démontre, sa belle appartenance à la religion catholique. C'est pas bien sûr qu'il en soit si convaincu que ça, puisque ce qu'il construit de mieux, c'est justement ce personnage athée. Ah ouais, mais tu peux pas faire un héros d'un athée, à moins que, justement...
il est renoncé à l'être pour mourir en paix. Est-ce qu'il va mourir en paix, le bonhomme? Ben non, puisque ça va être ça, le drame. Alors on le voit gros venir. Alors pareil, toujours je relis par acquis de conscience là, les préfaces là, de l'édition Pléiade. Ben, il n'y a pas de problème, on trouve toujours son content, son matériau et tout ça. Mais tout ce qu'il nous raconte, c'est la psychologie. Balzac, il manque un truc, c'est en quoi l'écriture invente elle-même le récit. Alors ils se disent, oui, Balzac aurait pu connaître telle histoire, aurait pu connaître telle affaire. Alors il y a des pistes qui surgissent comme ça. Par exemple, la période où Balzac, quand il est imprimeur, il y a une affaire de testament volé. Mais ça aussi, les histoires de testament volé, vous en avez plein, des continents. Même dans la Comédie humaine, sur les 80 titres, des histoires de testament. Il y a une histoire qui s'appelle le testament. Il y a l'interdiction des plus beaux textes, là, le Marquis d'Espard et ses deux fils. On est toujours à travailler sur ces histoires de succession. Mais dans une histoire qui a duré au moins 20 ans de procès, avec... bon, je vous passe les détails, mais bon, si vous voulez ce genre de choses, on peut aussi aller regarder de plus près, mais c'est une Ursule Minus. Alors, il n'y a pas de jeu de mots dans ce Ursule Minus quelque chose, mais il y a le prénom Ursule, et à un moment donné, pour son procès, elle fait imprimer une brochure de 40 pages où elle défend son droit contre ses héritiers naturels qui l'ont spolié, c'est réel, c'est-à-dire ces héritiers là de je ne sais plus quel bonhomme avaient pu choper le testament, en faire un autre faux, et ce testament faux le déposer entre les mains du mort, les mains jointes sur ça. Et donc cette Ursule là, et où est-ce qu'elle le fait imprimer? C'est un truc mais Balzac, ça aurait pu lui valoir des ennuis, ça. Cette petite brochure sur le droit de cette dame à rétablir ses droits, c'est lui qui l'imprime. Alors est-ce que le prénom Ursule... Alors Nemours. Alors là, c'est peut-être pour ça aussi que ça me touche, mais non, parce que je lisais Ursule Mirouet bien avant, ça remonte au début des années 2000... J'ai eu grande chance de faire... on faisait des stages avec Normal Sup rue d'Ulm. Ouais, vraiment, j'ai une grande chance et j'en suis redevable. Ça m'a fait énormément avancer, ouais, par la qualité des gens. Bah ouais, c'est comme ça. Et Normal Sup a, justement, à Nemours, juste à la sortie, direction Fontainebleau. Ah ouais, juste où se passe... Là, Ursule Mirouet. Alors, c'est un bonhomme qui avait un petit château. Et puis, ce petit château, tiens, c'est exactement comme celui là, du Rouvre, décrit dans Ursule Mirouet. Il a laissé la partie château à son héritier. Alors là aussi, des procès, il y en a, et ça se trouve, ça dure encore. Et le reste, le terrain, il l'a légué à Normal Sup pour des expériences de biologie. Ce qui fait que là, vous avez des trucs avec des élevages de lézards, avec bon, enfin, plein d'expériences. Mais il y a des petits chalets et on peut venir à 10, 12, 15, ils ont des petites chambres de 4. Bah, nous, les profs, ça va, on avait une chambre individuelle. Et là, dans ce truc-là, on faisait des stages d'écriture sur 4 jours, 5 jours, au week-end. Oui, quel bonheur ça a été. Mais ce qui est bizarre, c'est que maintenant, quand je lis Ursule Mirouet, il y a quelque chose qui revient en arrière. C'est-à-dire que je revois là cette rue qui descendait là par le petit château jusqu'à Nemours, le pont là, sur le loin, Loing, la rue principale de Nemours, et puis l'autre rue qui partait, celle vers Montargis, là, puisque j'arrivais en voiture, moi, c'est par ici que je venais. Et puis ce pont avec, est-ce que c'est un rond-point ou un carrefour avec des feux, ça, je me souviens plus, mais cette disposition, les collines, la forêt, ce petit Nemours, même si la mégalopole maintenant dépasse et avale tout ça, pour moi, c'est quand j'y étais et quand je lis Ursule Mirouet, mais il y a toujours ce truc que tu te vois toi-même dans l'endroit où se passent les trucs. Alors, à côté de Nemours, il y avait un petit domaine qui s'appelait la Boulonnière, et là, c'est là où Balzac retrouvait Madame de Berny, 20 ans de plus que lui, mais
15 ans de bonheur sans tâche. Enfin, pas rentrer dans ce truc-là. Mais donc Nemours, la diligence, le maître de poste, et puis ensuite se débrouillait pour aller marcher jusqu'à la Boulonnière, il connaît. Donc il installe toujours dans des lieux. Est-ce que c'est des lieux où il a appris l'histoire? Non, mais il installe en ce lieu son histoire. Alors au fait. Je vous raconte pas l'histoire, mais bon, quand même, il y a les grandes lignes. Il y a une scène extrêmement forte où ce Minoret, tuteur et parrain d'Ursule, à Paris, là justement quand il vient libérer le portant de R, se rend chez une somnambule réputée. Et là, bon, c'est des choses dont je réaffirme, Balzac les connaît, on a vu ça des tas de fois, on a les noms des gens qui exhibent ces médiums ou ces somnambules, c'est toujours un monsieur qui fait qui palpe l'argent et une dame qui fait le rêve, et Balzac a besoin d'installer le fait qu'il existe une fissure Swedenborg. Donc dans cette fissure, ça va être quoi? Ça va ramener à quoi? La somnambule, il lui demande, il veut une preuve, il est athée, il refuse aussi le magnétisme, le somnambulisme. Il lui demande, elle fait quoi, Ursule, en ce moment? Et il la voit, et c'est comme si on enchâssait, c'est ça le réalisme de Balzac, c'est comme si on enchâssait là, par le biais du médecin qui, à Paris, demande à la somnambule de lui raconter ce que fait Ursule en ce moment, une représentation qui doit donner l'illusion du réel. Or, elle vient de faire quoi? Dans son agenda, elle a mis un petit point rouge très discret le jour de la fête du Savinien, Savinien étant le voisin de l'autre côté de la rue, celui qu'elle aime et qui est en prison pour dette. Et puis autre détail, mais quand le Toubib revient à Nemours, dans cette petite rue avec les deux maisons face à face. Alors ça, maintenant, par contre, ça a tout volatilisé, ça a tout changé, pas la peine d'aller chercher ça. Eh bien, en l'absence d'Ursule, évidemment, est-ce qu'on a le droit de faire ça quand on vit ensemble et qu'on est père par procuration? Probablement non. Alors il est hypocrite, il dit « Oh, il est un peu vieux ton agenda, je vais t'en offrir un plus beau ». Il lui offre un joli petit agenda damasquiné et il récupère le vieux. Et dans le vieux, qu'est-ce qu'il trouve? À la Saint-Savinien, le petit point rouge est là. Donc on a la preuve du somnambulisme. Mettez ça en réserve, oubliez ça. Et puis, c'est la vieillesse du bonhomme, et le bonhomme meurt, et effectivement, le testament est dérobé, brûlé par ce Minoret, l'homme maison qui fait que, puisqu'il est maître de poste, à travers lui roulent toutes les diligences, celle même qui massacrera son propre fils sous ses yeux. Et là, ô détresse, ô roman, alors est-ce que c'est dans le feuilleton du... allez, si c'est le 20, 21, 22, 23 qui sont la rédemption et la vengeance, si du 1 au 15 on a la construction du drame, eh bien vers le 17, 18, 19, 20... il y a les malheurs de cette pauvre Ursule spoliée qui s'installe dans la misère d'une pauvre maison que là on va nous décrire. Ah, qu'est-ce que c'est? Et elle accepte, wow, la grande Ursule Mirouet, sereinement de vivre dans la misère. Et là, quand tout est perdu, eh bien, son oncle va lui apparaître. Et quand son oncle lui apparaît, donc il va y avoir 3 apparitions. Et dans ces 3 apparitions, on va précisément reprendre ce qui a été, mais à l'envers, la scène de la somnambule à Paris. Puisque la somnambule à Paris nous fait revivre, comme au cinéma, Ursule Mirouet dans son quotidien, mais que le docteur troublé, ensuite va vérifier que ce n'était pas une fiction, grâce à ce petit point dans l'agenda. Or, qu'est-ce que c'est qu'un petit point dans l'agenda? Sinon, là encore, une métaphore du livre qui s'écrit. Eh bien, on refait la même scène, mais cette fois, c'est le vieux docteur athée
des mois et des mois, après qu'il soit à pourrir au cimetière, qui revient et qui emmène Ursule pour lui donner à voir. Et ça, c'est l'écriture, le réalisme, qui nous fait avoir quoi? Eh bien, ce que le docteur lui montre de la scène que personne... une scène, évidemment, que seul le coupable pouvait avoir à connaître. Ce Minoret maître de poste, là, l'homme maison, l'homme diligence, qui brûle, qui vole et détruit le testament. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que, en plus, Balzac en rajoute une couche. C'est-à-dire, s'il nous raconte, oui, Ursule, elle a rêvé que... Ben, ça ne marchera pas. Donc c'est Ursule détruite par le rêve, comme elle a été détruite matériellement. Donc une destruction s'installe dans la destruction, et elle raconte... toujours à ce cercle-là, ce cœur tragique du vieux curé, du vieux médecin et du vieux juge de paix, ce qu'a été son rêve. Et quand elle raconte le rêve, elle ne raconte pas l'oncle, elle raconte Minoret, détruisant le testament, mais avec une telle précision réelle. Il a craqué une allumette, ça n'a pas marché. Il a craqué une deuxième allumette, ça n'a pas marché. Oui, mais la troisième, ça a marché. Il a pu le brûler comme ça, avec l'allumette dans sa main, et puis au tout dernier moment, le jeter dans la cheminée. Et c'est ça, ces emboîtements de structures représentationnelles, ouais. Les caractères de l'écriture, dit-elle au curé, brillaient comme s'ils eussent été tracés avec les rayons du soleil. Ils me brûlaient les yeux. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans ce que lui montre l'apparition du mort, en lui faisant exister la scène prise des mois auparavant de l'autre Minoret, un Minoret détruisant le testament, on peut lire ce qui est écrit. Et ça va être aussi dans le rêve suivant. Feu Minoret, son parrain, lui apparut et lui fit signe. Le mot signe, il est toujours lourd dans ce contexte. De venir avec lui. Elle s'habilla. Tiens donc, elle n'y va pas en chemise de nuit. Ce qui, dans la logique du rêve, pourrait être, a priori, combien de fois dans le rêve, on est dans son habit de nuit ou dans sa nudité de nuit, et a priori, tout le monde trouve ça normal. Le suivit au milieu des ténèbres, une phrase comme ça, c'est pas neutre, jusque dans sa maison de la rue des Bourgeois, l'ancienne maison, celle dont elle a été dépouillée, où elle recouvra les moindres choses comme elles étaient le jour de la mort de son parrain. Le vieillard portait les vêtements qu'il avait sur lui la veille de sa mort. Donc, et il s'est rhabillé, lui aussi. Sa figure était pâle, ses mouvements ne rendaient aucun son. Cessation de tout contexte sonore. Néanmoins, Ursule entendit parfaitement sa voix, quoique faible et comme répétée par un écho lointain. C'est-à-dire que la voix devient une sorte à distance. Alors maintenant, on ferait ça en post-prod, alors que tous les bruits du quotidien se sont éloignés. Et le docteur amena sa pupille jusque dans le cabinet du pavillon chinois, où il lui fit soulever le marbre. Lui, il ne peut pas déplacer. Il ne peut pas intervenir avec les objets. Il lui fit soulever le marbre du petit meuble de Boulle, il y a toujours l'école Boulle à Paris, comme elle l'avait soulevé le jour de sa mort, mais au lieu de n'y rien trouver, elle vit la lettre que son parrain lui recommandait d'aller y prendre, elle la décacheta, la lut, ainsi que le testament, etc. Puis elle regarda son oncle pour le remercier. Elle aperçut sur ses lèvres décolorées un sourire bienveillant. Comment on ne se souviendrait pas de ces phrases? Sur ses lèvres décolorées, un sourire bienveillant. Puis de sa voix faible et néanmoins claire, le spectre lui montra Minoret, écoutant la confidence dans le corridor, allant dévisser la serrure, etc. Puis de sa main droite, il saisit sa pupille et la contraignit à marcher du pas des morts. Puis de sa main droite, il saisit sa pupille et la contraignit à marcher du pas des morts afin de suivre Minoret jusqu'à la poste. Ursule traversa la ville, entra à la poste, et le spectre lui fit voir le spoliateur décachetant les lettres, etc., etc. Et à un moment donné, on voit les yeux du mort. Le spectre de Minoret
avait alors causé dans l'état d'oppression où se trouvait Ursule une telle violence à son âme qu'elle promit tout ce que voulait son oncle pour faire cesser le cauchemar. Elle s'était réveillée debout au milieu de sa chambre, la face devant le portrait de son parrain qu'elle y avait mis depuis sa maladie. C'est-à-dire, comme par hasard, donc il y a cette image-là, le portrait ovale de Poe. Ça aussi, on est en plein 19e, quand c'est l'image de quelqu'un. Est-ce que l'image de quelqu'un peut être séparée du quelqu'un? Elle se réveille dans son cauchemar, elle n'est plus dans son lit. L'histoire ne nous dit pas si elle s'est redéshabillée ou si elle est toujours dans la robe qu'elle avait mise pour l'expérience de somnambule, mais elle est debout, devant l'image, face à face. Et alors, où est-ce qu'ils sont, ces yeux? Alors, la seconde fois, la main glacée de son parrain se posa sur son épaule et lui causa la plus cruelle douleur, une sensation indéfinissable. Tu vois l'effet retard. La main se posa sur son épaule, lui causa la plus cruelle douleur, virgule, une sensation indéfinissable qui n'ajoute rien. Il faut obéir aux morts, dit-il d'une voix sépulcrale. Et là, cassure. Alors, on revient à l'adresse directe au curé et au vieux juge de paix qui écoute. Tirez, et des larmes, dit-elle, tombaient de ses yeux blancs et vides. Pourquoi t'aimes, Ursule Mirouet? Mais parce que tu peux pas faire autrement que d'y croire. Oui, ces yeux blancs et vides, ceux du mort, le mort qui pleure, ils sont là, ils existent. Alors, elle la fit marcher, elle la contraignit à marcher du pas des morts. Ça, il n'explique pas. Alors, donc ça, il y a deux rêves successifs. Je les ai fondus en un, et puis ensuite, donc en trois. Cette nuit-là même, Ursule eut une apparition qui se fit d'une façon étrange. Il lui sembla que son lit était dans le cimetière de Nemours et que la fosse de son oncle se trouvait au bas de son lit. La pierre blanche où elle lut l'inscription tumulaire lui causa le plus violent éblouissement en s'ouvrant comme la couverture oblongue d'un album. Encore la figure du livre qui revient. Elle jeta des cris perçants, mais le spectre du docteur se dressa lentement. Elle vit d'abord la tête jaune et les cheveux blancs qui brillaient environnés par une espèce d'auréole sous le front nu. Les yeux étaient comme deux rayons et ils se levaient comme attirés par une force supérieure. Ursule tremblait horriblement dans son enveloppe corporelle. Sa chair était comme un vêtement brûlant et il y avait, dit-elle, toujours le retour narratif, comme une autre elle-même qui s'agitait au-dedans. Alors je ne commande pas, mais vous voyez que on s'est débarrassé de toute cette construction d'illusions. Et là, maintenant, on a juste une peinture totalement fantastique. Le lit dans le cimetière, le mort qui se lève, elle qui pousse des cris. Et ce qu'il annonce, c'est il pleurera son fils qui va mourir d'une mort horrible et violente, qu'il le sache. Et puis, c'est le coup de théâtre final. Et le coup de théâtre final, donc effectivement, le fils se fait massacrer par une diligence. Allons à l'église, dit Ursule en se levant. Une fois debout, elle jeta un cri perçant. On reprend le cri perçant. Retomba sur son fauteuil et s'évanouit. Quand elle eut repris ses sens, elle aperçut ses amis, moins minorés, qui s'étaient précipités dehors pour aller chercher un médecin. Tous, les yeux arrêtés sur elle, inquiets, attendant un mot. Ce mot répandit un effroi dans tous les cœurs. « J'ai vu mon parrain à la porte, dit-elle. Il m'a fait signe qu'il n'y avait aucun espoir. » Et là, oui, par rapport à la construction du premier rêve, redoublé d'un deuxième, plus ensuite cette image fantastique du lit dans le cimetière, et là, on est en plein dans simplement la réalité ordinaire, là, des personnages en train de discuter, et sans même le rêve, et sans quoi que ce soit, alors qu'on est dans la pièce. Le mort
est apparu à la porte. Et ce qui m'a toujours, moi, fait relier à Ursule Mirouet, c'est que si on prend Allons tous à l'église, dit Ursule en se levant, première ligne, paragraphe. Une fois debout, elle jeta un cri perçant, retomba sur son fauteuil et s'évanouit. Deuxième phrase. Quand elle eut repris ses sens, elle aperçut de cet ami le contexte, attendant un mot, tout le cœur. Retour à la ligne. J'ai vu mon parrain à la porte, dit-elle, et il m'a fait signe. Donc encore le mot signe qui revient, mais il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'elle a le droit de dire « j'ai vu mon parrain à la porte ». Ben oui, puisque nous, on a marché dans la construction de l'expérience du somnambulisme. On a marché dans la première apparition et le rêve en écho qui la redouble. On a marché dans la figure fantastique du lit dans le cimetière, et là, tout d'un coup, le parrain est là, pour de vrai, mais au milieu des autres. J'ai vu mon parrain à la porte, dit-elle. Les autres, ils avaient qu'à se retourner, même s'ils ne l'ont pas fait. Et il y a ce truc, une fois debout, alors, dit Ursule en se levant, une fois debout, elle jeta un cri, retomba sur son fauteuil et s'évanouit. C'est-à-dire que la pauvre Ursule, c'est comme si, en se levant en mouvement volontaire, mais dans le mouvement volontaire, happé, crie, retombe, s'évanouit. Tout est là. C'est ça, Balzac et Ursule Mirouet. Si vous ne l'avez pas lu 3 fois dans votre vie, recommencez une 4e.